Bonjour et bienvenue dans ce magazine socioculturel Perspective. Je suis très content de recevoir sur ce plateau Monsieur Chérubin Okende. Il est précisément président national du FCIR, Front Social des Indépendants Républicains. Bon élève. Il est aussi coordonnateur principal de la plateforme Les Centristes. En tout cas, c'est une notion qui était plus ou moins timide dans la sphère politique congolaise. Maintenant, elle devient de plus en plus présente et précise. Nous allons en savoir un peu plus tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, monsieur Chérubin Okende. Bonjour, Luc. Vous allez bien? Très bien, je me porte comme un charme. Ainsi que votre parti, le FCIR. Tout à fait. Après notre congrès, nous avons fait le rappel de troupes. Nous voudrions bien consolider notre présence à la base. C'est ce qui est en train de se faire. Tout à l'heure, vous avez lancé une plateforme politique, les centristes, Front des Républicains. Front républicain des centristes. Front républicain des centristes. Alors, le centriste, c'est une notion, j'allais dire nouvelle, dans la sphère politique congolaise. Oui, dans la sphère politique congolaise, justement, parce que nous avons la consécration d'une certaine bipolarisation qui aujourd'hui est en train de mettre du plomb dans l'aile de l'action politique. Nous avons, nous, d'ailleurs, vous le savez, nous étions au sein de la majorité présidentielle, en quittant la majorité à cause de certaines contradictions par rapport aux valeurs, par rapport aux convictions républicaines qui sont les nôtres. Nous nous sommes appesantis à voir aussi le microcosme politique de l'autre côté. Et c'est pour cela que, après évaluation, après d'autres amis, nous avons constaté que, autant dans la majorité que de l'autre côté, les gens ne se mettent pas ensemble sur la base des valeurs, sur la base de principes fondateurs d'une véritable république. Et voilà pourquoi nous avons voulu innover. Très souvent, dans la pratique politique dans notre pays, c'est plus le positionnement au poste. La recherche effrénée, la lutte effrénée, la lutte acharnée pour la conquête des postes de responsabilité. Et nous avons constaté donc malheureusement que le citoyen congolais n'était pas au centre de préoccupation de joutes politiciennes. Pour nous, le centrisme républicain voudrait bien mettre l'homme, le citoyen congolais au centre de nos préoccupations pour que les objectifs nous assignés pour la conquête du pouvoir puissent rehausser ou respecter, suivre les valeurs fondamentales d'une véritable république. À comparer avec ce qui se passe en France, vous seriez proche de qui? De quel acteur politique? Ici au Congo? Oui, vous centristes, ici. Non, justement, ce n'est pas à comparer avec les idéologies politiques européennes ou occidentales. Vous savez, en France, par exemple, il y a la gauche, la droite et le centre. La gauche a un ensemble de valeurs de gauche. La droite également, l'ensemble de valeurs de droite. Et le centrisme français, c'est par rapport à ces deux pôles, à ces deux courants. Malheureusement, en République démocratique du Congo, il y a l'amalgame idéologique. Dans la majorité, vous trouverez des libéraux, enfin, cette confusion idéologique. C'est des monstres à plusieurs têtes, finalement. On ne sait pas définir, est-ce la gauche, est-ce la droite, justement. Est-ce les deux? Et si dans la majorité, c'est encore cet amalgame, c'est pire dans l'opposition. Dans la configuration de l'opposition congolaise, vous trouvez du tout. Sauf le rapprochement des acteurs politiques ou des partis politiques sur la base des valeurs. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous allons guider notre action politique en définissant d'abord certaines valeurs structurantes de notre société. Et ces valeurs-là, notre centrisme n'est pas un centrisme géométrique par rapport à ce qu'on appelle majorité, par rapport à ce qu'on appelle opposition. Notre centrisme voudrait, comme je l'ai énoncé, replacer le citoyen congolais au centre de préoccupation de nos débats politiques. Et en cela, dans notre décalogue républicain,
nous devrions privilégier les valeurs de l'unité, les valeurs de liberté, alors la véritable liberté. Il y a également la solidarité, la justice, j'en passe, jusqu'à au développement intégral de l'homme. Donc il y a un cheminement dans ce dialogue. Il ne faudra pas non plus oublier la responsabilité et la redevabilité. Alors, si j'ose vous comprendre, votre centrisme se rapproche un peu de ce que le maréchal disait. Nous ne sommes ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. On dirait même. Vous risquez de caricaturer notre philosophie et notre doctrine. C'est pas une caricature, mais parce que vous ne définissez pas très bien votre gauche. Non. Parce qu'en France, il y a un centre gauche, il y a un centre droit. Mais vous n'êtes ni du centre gauche, ni du centre droit. Nous comprenons, vous dites être du centre. Nous comprenons bien cette fixation à la congolaise. Et on aime bien faire le mimétisme, copier aveuglement ce qui se passe ailleurs. Ici, l'opinion congolaise devra comprendre que le contenu que nous donnons au centrisme, c'est au-delà d'une définition géographique, ni à gauche ni à droite. Cela veut dire qu'on voudrait placer tel à gauche, tel à droite, et on est au centre de deux. Ni chaud ni froid. Ce n'est pas cela notre définition du centrisme. Il ne faudra pas avoir la résistance à l'innovation. Nous voudrions innover dans notre manière de faire la politique. C'est pour cela que ce n'est pas un positionnement par rapport à la majorité et par rapport à l'opposition. Puisque nous disons, les courants politiques au sein de la majorité qui se mettent ensemble, il y a une vacuité des valeurs. Ce n'est pas sur la base des valeurs. La même manière au niveau de ceux qui composent l'opposition aujourd'hui, vous allez voir l'amalgame, les gens se mettent juste pour imaginer des mécanismes de conquérir des postes de pouvoir. Il n'y a pas un condensé des valeurs. Alors, nous ne pouvons pas nous positionner dans l'absence de valeurs par rapport aux valeurs. Ça serait une absurdité. Nous définissons maintenant nos valeurs. Et quiconque sera qualifié par nous à partir des valeurs, du respect de ces valeurs que nous préconisons. Je peux prendre l'exemple du respect strict ou absolu de la Constitution, dont nous faisons notre cheval de bataille. S'il y a, d'une part, le rassemblement qui estime également qu'il faudra un régime spécial, par rapport au respect strict de la Constitution, étant donné que nous ne retrouvons pas cela dans la Constitution, nous n'allons pas soutenir le rassemblement. Ok? Si par ailleurs nous reprochons à la majorité de velléité d'attenter à la Constitution, nous n'allons pas soutenir la majorité. Donc, il faudra qu'on définisse clairement certains paradigmes de l'action politique pour savoir, par rapport à ceci, voilà ce qui est différent de nous. Voilà. Monsieur Chourbin, j'ose croire que votre philosophie politique semble transcender la praxis politique. À la congolaise. À la congolaise, si vous voulez. Mais il y a ceci comme danger, vous risquez de naviguer à vue. Non, pas du tout. On ne peut pas le dire ainsi. Parce qu'en fait, c'est à nous-mêmes de donner le contenu de cette doctrine, de notre idéologie, de notre manière de penser. On ne va jamais naviguer à vue. Au contraire, les amalgames de rassemblement, enfin pas du rassemblement, parce qu'il y a une famille politique qui s'appelle Rassemblement, les amalgames de rapprochement, de plateformes politiques au Congo, s'énoncent parce que au départ, les gens ne construisent pas sur la base des valeurs. Et nous aurons justement une exigence pédagogique de faire comprendre dans une praxis politique déjà viciée depuis 1960. Les gens ne se mettent ensemble que pour voir dans quelle mesure ils peuvent se positionner au pouvoir. Ils ne voient pas d'abord la finalité de ce pouvoir. Pourquoi nous cherchons ce pouvoir-là? Or, nous voudrions d'abord déterminer les valeurs, déterminer les principes. Pourquoi nous voulons, nous, aujourd'hui, en nous engageant en politique? Parce que quand on fait de la politique, on a comme objectif la conquête du pouvoir. Il ne faudra pas s'en départir. Mais cette conquête du pouvoir, c'est pour exalter quelle valeur? C'est pour en faire quoi? Voilà pourquoi je vous ai parlé ici de notre décalogue républicain qui structure certaines valeurs républicaines et nos convictions républicaines et que nous allons respecter. Allons-y au concret. Oui. Aujourd'hui, il y a, appelez ça comme vous voulez, les concertations, les pourparlers initiés par la CENCO
et ce, à la suite de ce qu'on a appelé le dialogue national inclusif du camp Tchatchi ou de la Cité de l'Union africaine. Où êtes-vous? Bon, il y a des concepts qui sont creux lorsqu'on parle d'un dialogue national inclusif en évoquant les pourparlers qu'il y avait au camp Tchatchi. Moi, je me dis, les termes ne donnent plus leur sens. Était-il national inclusif? Nous le savons que non. Et s'il était suffisamment inclusif, réellement national, il n'y aurait pas ce second round. Justement. Et j'ai toujours considéré le pourparler de la Cité de l'Union africaine comme un monologue. Il y a la majorité, il y a certains compatriotes qui avaient les sensibilités de l'opposition, mais qui ont décidé d'évoluer avec cette majorité. Et donc, dans ce monologue, ils ont pris un schéma qui, selon nous, selon le Front républicain des centristes, ne respecte pas strictement la Constitution. Donc, c'est une manière de dire, pour répondre à votre question, lorsque vous me demandez par rapport à ça, on est où? Où vous êtes justement? Donc, nous ne sommes pas dans la logique de ce pourparler de la Cité de l'Union africaine, parce que en voyant les conclusions, nous voyons la violation flagrante de la Constitution. Or, nous faisons du respect absolu de la Constitution notre cheval de bataille. Mais Cité de l'Union africaine, j'allais dire une page à moitié tournée. Nous sommes maintenant au centre interdiocésain avec, au devant de la scène, un peu si vous voulez, les évêques catholiques. Où êtes-vous dans ces dialogues-là? De prime abord, il faut saluer cette initiative. C'est une mission, dans sa mission prophétique. Les princes de l'Église ont le devoir de nous amener, nous, opérateurs politiques, au respect des fondamentaux d'une véritable république. Cela veut dire au respect de la Constitution. Église au milieu du village, oui, la Senko a toujours prouvé qu'il faut mettre la République au centre des préoccupations. Il faut que dans nos divergences politiques, nous ne sacrifions pas la République. Donc, le Front républicain des centristes, autant que le Front social des indépendants républicains, qui est le parti dont j'ai la charge aujourd'hui, nous soutenons totalement les initiatives des évêques ou les initiatives de la Senko. Totalement. Cela ne veut pas dire que forcément il faut être là. Tant que le principe du respect strict de la Constitution seront respectés, tant mieux. Donc nous allons juger de la pertinence de ce nouveau round de pourparlers intercongolais au résultat. Nous savons par ailleurs que ce n'est pas la Senko qui peut sustenter la violation de la Constitution. Là, la Senko joue le rôle de bons offices pour voir la maturité politique des Congolais. Il ne faut pas brandir les menaces de chaos ou de tuerie des Congolais lorsqu'ils revendiquent le respect de leurs lois fondamentales. C'est ça toute la problématique. Et là-dessus, vous partagez exactement le même point de vue. Rassemblement, Front des républicains des centristes. Front républicain des centristes. Front républicain des centristes. Bon, moi je n'engage pas le rassemblement ici pour la simple raison que je ne suis pas du rassemblement. Donc, si le rassemblement va à ce pourparler pour réclamer le respect strict de la Constitution et faire valoir le principe de la responsabilité et de la redevabilité pour sur ceux qui ont eu à gérer la République et qui nous amènent dans l'impasse actuelle, nous apprécierons la position de du rassemblement. Mais s'il y a une frange politique quelconque qui y va pour trouver des schémas qui violent la Constitution, nous allons utiliser notre droit, notre liberté de pouvoir le fustiger. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai relevé, si le rassemblement il va pour consacrer un régime spécial non reconnu par la Constitution, nous sommes en droit de fustiger cette position parce que pour nous, nous disons, en respectant notre Constitution, on peut sortir de cette impasse qui est artificielle. Alors, pour vous, l'effort des évêques catholiques en convoquant la classe politique
pour, j'allais dire, un second, je le souhaite, ou un deuxième pour parler. Est-ce le dialogue voulu ou est-ce que c'est le dialogue attendu? Bon, d'abord, ce n'est pas un second, ce n'est pas un premier, ce n'est pas un troisième dialogue. Par rapport au dialogue de la cité de l'OIA. Ah, voilà, donc il faut se dire que dans l'essence de l'existence de toute société, le dialogue est un principe qu'il faut toujours... un principe permanent. Voilà, il faut privilégier, même dans nos familles, même dans nos foyers, lorsqu'il y a un problème, il faut toujours entreprendre pour parler des échanges, pour arriver à un modus vivendi. C'est cela, le dialogue, ok? Maintenant, est-ce que c'est lui voulu? Est-ce que c'est lui attendu? Moi, franchement, ou mes amis politiques et moi-même, nous accordons sur la notoriété de la Senko. Cela veut dire que nous faisons confiance en la Senko. Nous ne voyons pas en quoi la Senko pencherait pour tel ou tel autre bord politique. Donc, nous espérons fortement que les prescrits de la Constitution seront respectés. Voilà pourquoi d'ailleurs le Front républicain des centristes a aussi adressé une note technique à la Senko pour donner notre lecture par rapport au point de divergence résiduelle qu'a relevé la Senko. Le concept respect de la Constitution, comment on l'appréhende et ses implications par rapport à la crise actuelle. Là, le débat devient intéressant. Le concept du respect de la Constitution, c'est que de A à Z, il ne faudra pas appréhender les dispositions de la Constitution de manière elliptique. On prend juste un paragraphe et puis on fonde le respect de la Constitution par rapport à cela. Non, de A à Z, il faut comprendre l'esprit et la lettre de la Constitution et ne pas la violer. Or, par rapport à la crise, les implications actuelles par rapport au processus électoral, c'est parce qu'il y a eu de velléité, de violation de la Constitution. La crise actuelle, cher Luc, n'a qu'un seul fondement, c'est l'alternance au pouvoir au sommet de l'État. S'il n'y avait pas de manœuvre pour éviter cette alternance au pouvoir dans le strict respect de la Constitution, nous ne nous retrouverions pas dans cette crise. Donc, les implications par rapport à la crise, il faut interroger chaque institution au regard de ses prérogatives, quelle est sa responsabilité pour que nous arrivions à ce dérèglement total du cycle électoral. Et c'est à partir de là qu'on va se déterminer également pour voir quel régime il faut, puisque la Constitution a été malmenée. Et en respectant la Constitution, on peut préconiser quel régime. Et quel pourra être, pendant ce régime-là, les attributions, le fonctionnement des institutions. Là, le débat devient intéressant. Alors, je vais vous lire un peu quelques revendications ou quelques lignes de cahier de charges déposées par le Rassemblement concernant la Constitution de la République et le pacte républicain de Sun City. Le Rassemblement considère qu'il est de la plus haute importance que les parties prenantes prennent sans équivoque les 3 engagements suivants. Ils sont 1. Respecter l'intégralité du pacte républicain issu du dialogue intercongolais de Sun City et la Constitution du 18 février 2006, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre de la durée de mandat du président de la République. Cet engagement majeur implique non seulement qu'une des parties prenantes ne prendra l'initiative de révision ou de changement de constitution par voie législative, par référendum, mais aussi par le président de la République actuellement en fonction, dont le second et dernier mandat présidentiel expire le 19 décembre prochain à 23h59, ne présentera pas sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Est-ce qu'il y a quelque pertinence lorsqu'on remonte jusqu'au pacte républicain de Sun City? Bon, je viens de découvrir cette position de ce courant politique que vous appelez le Rassemblement.
je crois qu'il y a un peu d'amalgame. Et il faut éviter cet amalgame parce que c'est ce qui va nous emmener aux agendas cachés. À ce jour, nous n'avons aucune justification de faire encore allusion au pacte républicain issu du dialogue intercongolais. De Sun City. De Sun City. Aucune justification. Parce qu'en fait, à l'issue des négociations de Sun City, il avait été prévu une période de transition. Et cette période de transition, ce pacte a appelé à la mise sur pied d'un acte constitutionnel de la transition. Mon cher ami, aujourd'hui nous avons une constitution. Notre cheval de bataille, c'est le respect strict et absolu de cette constitution. Nous amener à lorgner encore un pacte d'une certaine transition imposerait qu'on ait un acte constitutionnel de cette transition que les gens sont en train, inconstitutionnelle, hein, que les gens sont en train de vouloir mettre en place. Ce qui, ipso facto, nous fera sortir de la Constitution du 18 février 2006. C'est cela le danger. Donc, on ne peut pas dire une chose et son contraire à la fois. Pour nous, c'est le respect de la Constitution du 18 février 2006. Et tous les mécanismes pour sortir de la crise devront scrupuleusement se référer ou s'inspirer de la Constitution. Sinon, on viole cette Constitution. Mais justement, le pacte républicain que vous récusez a fixé le schéma et on a vu ces dispositions du pacte républicain reprises dans la Constitution d'abord de la transition, ensuite la Constitution de... Un chat chaudé, cher ami Luc, a peur de l'eau froide, n'est-ce pas? Soyons pragmatiques. Si je prends le monologue de la Cité de l'Union africaine, tout le monde qui est allé me disait que tout le monde va respecter strictement la Constitution. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans les résolutions, dans l'accord? On a prévu des mécanismes qui violent la Constitution. Ce n'est pas normal et il faut vraiment en sortir. C'est de la même manière qu'il faut éviter de parler d'un pacte issu du dialogue de Sun City à transposer dans la situation actuelle. On risque de sortir de la Constitution. Alors, quelle est notre approche? Voilà. Quel est le régime qu'il faut préconiser? Qui respecte la Constitution? Que ça ne soit pas un régime... Parce qu'on va faire le jeu de mots pour flouer le peuple. Que ça ne soit pas un régime de transition, mais que ça soit un régime intérimaire ou provisoire. Et cela tire sa racine de la Constitution. Si vous allez à l'article 75 et à l'article 76, si je ne m'abuse, oui, la Constitution évoque un régime provisoire, un régime intérimaire. C'est entre les deux. Venir avec une transition, on va glisser vers la sortie de la Constitution actuelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport aux institutions qui sont en place? Je peux prendre l'institution président de la République. Lorsque le Front républicain des centristes invoque le principe de la responsabilité, il imagine que le président de la République, en tant qu'institution, a des assignations de prescrits constitutionnels, des devoirs constitutionnels, des obligations constitutionnelles, notamment respecter et faire respecter la Constitution. Si on trouve des dispositions constitutionnelles qui sont malmenées et que le garant du respect de la Constitution n'a rien fait, il faut se dire que sa responsabilité est engagée. Si aujourd'hui, il y a un dérèglement du principe du cycle électoral, pendant que le président de la République devait assurer par son arbitrage le fonctionnement régulier des institutions, il y a sa responsabilité qui est engagée. Si l'article 73 dit que le scrutin présidentiel doit être convoqué dans les 90 jours avant expiration du mandat du président en fonction. Et que cela n'a pas été fait. Donc la responsabilité, et que le président de la République n'a rien fait dans le cycle électoral de 5 ans pour faire respecter cette disposition, donc sa responsabilité est engagée. Si il y a l'alinéa 2 de l'article 70 qui parle du président en fonction, le président en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Et qu'on constate qu'il n'a pas facilité cette élection, donc il ne peut plus
trouver des dérogations constitutionnelles qui invoquent la pertinence de cette disposition. Sa responsabilité est engagée. Alors, quelle est la voie de sortie qui respecte la Constitution? Ben, il est prévu que le président de la République peut démissionner. Et si nous nous accordons que sa responsabilité est engagée, ce n'est pas une honte que le président Joseph Kabila, par loyauté vis-à-vis de la République, prenne ses responsabilités pour dire « Oui, chers compatriotes, vous m'avez fait confiance, vous m'avez donné la légitimité, mais aujourd'hui, ma légitimité est entamée parce que ma responsabilité n'a pas été correctement remplie. Oui, ma légalité au 20 décembre sera également entamée parce que j'aurai consommé mon second et dernier mandat. Et la Constitution ne me donne pas la possibilité de rentrer, parce que cette disposition est intangible, de rester encore quelque temps au pouvoir, même si par ailleurs il y a certains turiféraires qui voudraient absolument amener le président Joseph Kabila à sortir de la Constitution. Alors si il intériorise ça et qu'ils se disent la redevabilité et la responsabilité lui imposent la loyauté vis-à-vis de la République, il peut démissionner pour libérer les institutions et la République va continuer. Et je pense que si le président Joseph Kabila, en âme et conscience, prend cette décision, le peuple congolais en fera l'autorité morale de la République et non d'une famille politique. Mais justement, j'ai suivi récemment Maître Kilolo, l'avocat de M. Jean-Pierre Bemba, faisant l'analyse sur le même schème que vous, mais lui en arrive à la conclusion que si la responsabilité du chef de l'État est établie, il sera coupable de haute trahison. Bon. Et donc, s'il est établi qu'il n'a pas organisé les élections, il n'a pris aucune disposition pour que les choses aillent normalement selon que la Constitution les avait prévues, il est coupable de haute trahison. Or, nous savons que la culpabilité de haute trahison a d'autres conséquences. Écoutez, on est dans un processus politique, on n'est pas dans un processus judiciaire. Je respecte l'approche de Aimé Kilolo, maître Aimé Kilolo. C'est une approche qui a aussi des conséquences de droit. Cela veut dire qui est aujourd'hui habilité à actionner ou à traduire le président de la République ou à l'accuser devant la Cour constitutionnelle, qui est le juge du président de la République, de haute trahison. Il y a des mécanismes constitutionnels. Et en respectant ces mécanismes constitutionnels, on peut invoquer la haute trahison. Mais nous ne voudrions pas en arriver là. C'est pour cela qu'en essayant de mettre une graduation dans notre argumentaire, dans notre réflexion, nous faisons d'abord agir la conscience, l'introspection de Joseph Kabila. Qu'il se dise par loyauté pour la République, il a une possibilité de sortir par la grande porte et de ne pas livrer le Congo au chaos. La grande porte, pour le moment, pour respecter la Constitution, c'est de démissionner. Au contraire, qu'est-ce qui pourra se faire? C'est constater aussi son empêchement définitif. Parce que dans l'article 75 de la Constitution, on peut aussi arriver à la vacance à la présidence de la République par l'empêchement définitif du chef de l'État. Qu'est-ce à dire? Il outrepasse les délais constitutionnels. Donc, il continue à exercer les prérogatives de président de la République. Cela sera en violation de la Constitution. Et il faut éviter que le peuple congolais puisse dénoncer ou combattre, parce que c'est l'article 64 de la Constitution, le pouvoir de Joseph Kabila, puisqu'il l'aura exercé en violation de la Constitution. C'est encore le respect de la Constitution. Entre deux mots, je pense qu'aujourd'hui, Joseph Kabila a l'opportunité de choisir le moindre et sortir tête haute en démissionnant.